Bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer que l'humanité dans son ensemble évolue vers son ultime perfection. Alors cette perfection, c'est la paix universelle, la fraternité absolue. Enfin, on construit le paradis terrestre sans le savoir. Le paradis comme on pourrait l'imaginer, c'est-à-dire la fin des conflits, la fin de la guerre, la fraternité, la fin des frontières, la fin de l'homme loup pour l'homme, l'homme qui ne représente plus un danger ni pour lui-même, ni pour ses confrères, ni pour l'ensemble de la planète, ni pour les autres espèces. Bref, une société qui a atteint le 100% écologique, qui n'a plus d'impact sur la planète, etc., sur le monde. Voilà, bon, bref, on construit ce qu'on est en train de construire, évidemment, ça concerne les siècles prochains. Il faudra peut-être 2, 3, 4, 5 siècles, peut-être 10 siècles pour atteindre cet état. Peut-être ça se fera beaucoup plus rapidement, parce que maintenant, on sent bien que tout est possible. C'est plus qu'une question de prise de conscience du fait qu'on travaille tous à la même œuvre. Et donc, c'est absurde d'évoluer par antagonisme, par compétition féroce, au lieu de compétition respectueuse, par destruction et reconstruction, par etc., etc. En se mettant des bâtons dans les roues entre nous, quoi. Voilà, aujourd'hui, c'est les Chinois, les Américains. On voit bien, c'est un conflit qui est là. Les Américains ne veulent pas lâcher prise. Le fait d'être les gendarmes du monde, d'avoir été les gendarmes du monde depuis 30 ans, 40 ans. Et donc, ils n'arrivent pas à admettre que ce temps est fini et qu'il faut maintenant partager le leadership avec l'ensemble de la planète, parce que l'Afrique est là, veut s'émanciper complètement de l'Occident, ce qui est tout à fait légitime, et plus que légitime. L'Asie de la même manière, l'Amérique latine, enfin bref, voilà, on est en train de passer dans un autre monde. Alors, les grands changements, ils ne se font pas comme ça à coup de baguette magique. L'humanité, elle a une évolution propre et lente. Voilà, le moment où nous sommes passés des fiefs, où c'était des petits princes qui géraient la France comme ça, chacun de son côté, au moment où c'est devenu la France, derrière un seul roi, derrière une seule autorité, et puis unifiée, il a fallu se castagner, il a fallu des décennies et des décennies de conflits. Voilà. Alors, pour démontrer cette théorie, des fois, je m'appuie soit sur des ouvrages, c'est ce que j'ai fait avec celui-ci, Eros et Thanatos. Je continuerai, mais je voulais faire un petit break, parce que c'est un peu long de toujours être là-dessus, surtout pour les gens qui écoutent. Et là, j'étais sur une émission de France Culture, Hegel. Alors, l'émission, c'est toute une vie qui est consacrée à un auteur. Et là, c'est Hegel, 1770-1831, une vie sous le signe de la révolution. Alors, je lance l'écoute, et puis, voilà, je commente éventuellement. Une vie, une œuvre. Alors il parlait devant un vaste public. Il disait des choses complètement incompréhensibles, dans un tatouage web qui le rendait ridicule, et puis tout le temps en puisant dans sa tabatière, en tout sautant, en s'interrompant, en se perdant dans ses papiers, il mélangeait tout. Les gens ne comprenaient rien, s'indignaient, mais au bout de quelques heures de cours, ils commençaient à saisir un peu de quoi il s'agissait, et peu à peu, ils comprenaient, et peu à peu, ils adhéraient. Alors,
je l'ai déjà dit dans une vidéo précédente, j'ai l'impression d'être un peu sur ce mécanisme-là. On ne comprend pas bien. Alors moi, je m'exprime très mal, mais voilà, on peut dire que l'hémisphère du langage est atrophié chez moi, et réduit. Voilà, et donc au profit d'autres choses certainement, mais bon. Et donc ça fait que c'est très compliqué, je suis pas succinct, je suis stressé quand je parle, c'est un peu compliqué. Et donc je trouve que ça allait très bien comme faire matière. Georges Wilhelm Friedrich Hegel, 1770-1831. Par Christine Gohémé. Jacques Dante, Hegel naît en 1770 à Stuttgart. Ça veut dire qu'il aura 19 ans en 1789. Pendant la Révolution. Et voilà donc une vie qui est, on pourrait presque dire, liée malgré elle à la préparation de la Révolution française, à sa réception en Allemagne, et au fond, à ses 20 ans. Eh oui. C'est tout à fait cela. Donc, elle est placée tout entière, à mon avis, depuis sa maturité, sous le signe de la Révolution française. J'adore écouter. Et comme la Révolution française est un événement essentiellement révolutionnaire par définition, la vie de Hegel est placée, elle aussi, sous le signe de la Révolution. Révolution dans ses idées, révolution dans son milieu, constante révolution dans sa vie. C'est une perpétuelle évolution et un perpétuel changement auquel nous assistons. Et puis beaucoup de chance aussi. Par exemple, 1788, donc Hegel entre au Stift de Tübingen. Et ensuite, en 1790, Hegel aura pour compagnon de chambre à la fois Hölderlin et Schelling. Compagnon de chambre, compagnon de chance, on peut dire. Oui. Parce qu'évidemment, se trouver en relation dès sa jeunesse avec des esprits qui devaient devenir si éminents, c'était là un sort peu commun en Allemagne, mais c'était aussi la caractéristique de ce fameux Stift de Tübingen. Alors, c'est là où on peut dire que l'évolution a permis quelque chose d'inouï, parce que maintenant, évidemment, c'est plus difficile de se retrouver comme ça avec des mêmes communautés de pensée, sauf que avec Internet, c'est ultra facile. On pourrait voilà se relier très vite, un philosophe qui voudrait échanger épistolairement avec d'autres à travers les mails, ça serait très facile. Et puis surtout, on a accès à tout ce qui est dit, alors qu'à l'époque, ce que pensaient donc Hölderlin ou Schelling, eh ben, s'ils étaient à des endroits différents, ils n'auraient pas pu communiquer. Maintenant, même si on n'est pas sur la même, dans le même coin, dans la même école, au même internat, ben, on peut avoir accès à la pensée de l'autre. Et donc, c'est quelque chose d'inouï. En particulier par ses sur tous les plans. Les artistes peuvent le faire, les chanteurs, les créatifs de toutes sortes. On s'y arrête un instant, c'était une institution protestante fondée par le duc de Wurtemberg pour former des pasteurs protestants. Le duc de Wurtemberg était en quelque sorte le chef des croyants, si l'on peut dire, dans cet État. Et donc, il se préoccupait d'avoir dans son clergé un nombre suffisant de pasteurs. Mais il se trouve que beaucoup de jeunes gens, qui n'avaient pas du tout la vocation de pasteur, disaient qu'ils l'auraient, feignaient de l'avoir pour pouvoir entrer au Stift. Parce que cette entrée au Stift était la première condition pour bénéficier d'une bourse d'enseignement. Or, comme ils étaient de familles modestes, c'était l'ouverture à l'enseignement supérieur, si l'on peut dire. Et donc, ils se procuraient une culture en faisant croire qu'ils avaient une vocation. Ceci dit, pour le cas de Hegel, il y avait aussi un motif religieux, car Hegel avait perdu sa mère alors qu'il était très jeune,
Et celle-ci, avant de mourir, avait exprimé le souhait qu'il devint pasteur. Et donc, il a en quelque sorte respecté ce vœu de sa mère jusqu'à un certain point, puisque finalement, il s'est détourné de cette perspective pastorale. Mais ça a été important. Alors voilà, là on a déjà ce qui va constituer la personnalité, le travail, la singularité de Hegel, c'est cette rencontre justement, la théologie d'un côté et la révolution de l'autre. Alors c'est à la fois leur histoire, leur croisement, leur distance, leur séparation et au fond tout ce qui se joue entre ces deux termes, à la fois révolution et théologie, qui va constituer le fond du travail de Hegel, Jacques Dante. Oui, certainement, avec naturellement l'intervention de son originalité propre. Mais à ces deux thèmes principaux dont vous soulignez l'importance, peut-être en faut-il ajouter du point de vue idéologique un autre et du point de vue pratique encore un quatrième. Du point de vue idéologique, du point de vue de l'histoire des idées, l'influence extrêmement profonde sur lui de la culture grecque, de la culture de l'Antiquité grecque, qui était en Allemagne quelque chose de très répandu, mais qui a particulièrement marqué la formation de Hegel. Et puis, les conditions générales de vie économique, sociale et politique de l'Allemagne, qui sont très particulières, non seulement de l'Allemagne, mais du Württemberg. Il n'y a pas d'Allemagne à l'époque. Et un des premiers écrits de Hegel aura comme première phrase « L'Allemagne n'est pas un État ». Il y a une multiplicité, des centaines de petites principautés, de petits pays, et les patriotes allemands désespèrent de voir cet état de l'Allemagne, surtout lorsqu'ils comparent leur pays à la France et à sa destinée unificatrice. Voilà. Alors, c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est que à tout moment de l'évolution de l'humanité, il y a comme ça des progressistes qui voudraient accélérer le mouvement d'une unification. À cette époque-là, c'était l'unification autour d'un pays, construire un pays. C'était valable pour la France, pour l'Italie, pour tout un tas de pays qui n'étaient pas encore constitués en Europe. Et aujourd'hui, cette même énergie, on va la retrouver avec l'universel, la montée vers l'universel. Ça va bientôt commencer. Et donc, il va y avoir un peu partout dans les pays des gens qui vont militer pour que les nations qu'on passe à un autre degré, au degré de l'universel. Peut-être ça passera sur le continental d'abord, c'est possible, c'est la logique, ça serait celle-ci. Sur ma théorie, j'essaie de l'expliquer comme ça. D'abord, c'est des petits clans familiaux. Plusieurs clans se réunissent et font un groupe humain, une sorte un petit groupe. Plusieurs groupes se réunissent et font une tribu. C'est des groupes qui viennent avec des familles différentes et qui constituent une tribu. Puis plus tard, plusieurs tribus vont se réunir pour faire des cités. Puis plusieurs cités vont se fédérer pour devenir des pays. Et puis aujourd'hui, nous sommes à plusieurs pays, plusieurs nations qui commencent à se fédérer, qui se fédèrent pour devenir un continent de nations. Voilà, il y a le continent, la communauté européenne, il y a la communauté africaine, la communauté l'ASEAN en Asie, pareil aux États-Unis, etc. En Océanie, voilà. On est en train de monter à ce niveau. Alors, à mon sens, ce passage continental à mon sens, il va être dépassé. C'est pas ça qui va s'imposer. Ça va être l'universel, parce que l'universel est déjà présent dans l'esprit et puis il a été dopé par par les GAFAM, par les réseaux sociaux, par les progrès techniques. On est déjà avec une option, avec une optique universelle. Et donc, il y aura ce même enthousiasme des progressistes, comme à son époque, où les Hölderlin, sans doute, les Hegel, voilà,
les Schelling et puis d'autres devaient dire, bon, ça serait bien que cette Allemagne se constitue, etc. Regardez ce qui se passe en France et qu'il y ait une révolution, qu'on commence. Et puis, s'ils ont accueilli, si lui de moins a accueilli avec un enthousiasme qui s'est effondré, je pense, après Napoléon, c'est parce que Napoléon était parti pour unifier l'Europe, semble-t-il. Et donc, c'était encore un degré plus haut. Là, c'était un peu trop d'avant-garde. La France, c'est le modèle politique pour le monde mais entier. Mais l'intention était là. Et notamment parce que c'est un pays unifié, où il n'y a plus de provinces, de régions à partir de la Révolution française. N'est-ce pas ? Il y a le jacobinisme unificateur qui fait l'admiration de l'Europe et du monde. Et les jeunes Allemands sont aussi fascinés par cela. Il faut rappeler que l'un des Stiftler, comme on dit, l'un des pensionnaires du Stift de Tübingen, quelques années avant Hegel, s'était enfui du Stift parce qu'il avait publié dans un journal une très vive critique de cette institution, et il avait dû émigrer en France, et en France, devenu d'abord le précepteur de l'un des plus grands girondins politiques, à Bordeaux, il est ensuite devenu, tout en restant allemand pendant un certain temps, ministre des Affaires étrangères de la France, Reinhardt. Incroyable, et bien sûr, quand même. De tels exemples ne pouvaient pas ne pas influencer des Stifler qui étaient impatients de supporter le joug à la fois des relations politiques étriquées de l'Allemagne en général et puis de la vie particulièrement sombre et en quelque sorte contraignante qu'on leur faisait subir au Stift. Voilà, c'est vraiment intéressant parce que c'était très d'avant-garde de prendre un Allemand pour être ministre dans un système français. Et donc, il y avait vraiment une exaltation dans cette révolution, une exaltation à l'universel. Et ça, il y a beaucoup de gens qui critiquent les Jacobins, etc., même dans les philosophes contemporains. Mais si on regarde la complexité des choses, on voit à quel point il y a sans doute des choses cruelles, des choses dures, la terreur, etc. Tout ça, il faut en tenir compte. Mais il y a des choses extrêmement positives et des visions incroyables. Et c'était valable pour des Robespierre comme pour les autres. Certains ont essayé de démolir cette image. Il y a des choses qui doivent être dites, tout doit être éclairé, mais on doit aussi éclairer les idées grandioses. On a parlé des 20 ans, parlons des 30 ans. Les 30 ans, c'est la publication par les frères Schlegel du premier organe du romantisme. On va arrêter là pour cette vidéo. Je vais faire des vidéos un peu plus courtes. Voilà, je vous remercie de votre écoute et voilà, ça permet d'ouvrir un autre aspect à partir de Hegel, de comprendre Hegel, mais de le resituer peut-être avec cette théorie que je défends selon laquelle l'humanité va vers sa perfection. Alors si vous pensez que cette théorie a un peu de raison d'être, qu'il est intéressant que l'humanité prenne conscience de ce qu'on construit, au moins se mette à y réfléchir, ben vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner, vous pouvez écrire des commentaires, vous pouvez envoyer le lien à vos amis, vous pouvez aller visiter la mécanique universelle, et tout ça augmente un peu la visibilité de ces espaces. Voilà. Je vous remercie en tout cas de votre présence et de votre bienveillance, et voilà, et de vos critiques dans les commentaires. J'y réponds, et même quand elles sont virulentes, voilà, il n'y a aucun problème, j'accepte vraiment toutes les critiques, quoi. Il n'y a aucun souci. Merci en tout cas de votre écoute, et puis je vous dis à très bientôt.